Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire un module de microbiologie L3, c'est virologie, coefficient C1. Donc, c'est un module qui est vraiment intéressant. Ça parle d'ADN, d'ARN, de la structure, de la réplication, de tout. On commence par des petits titres sur l'histoire, bien sûr. On a 1884. Qu'est-ce qui s'était réalisé en 1884? C'est Pasteur. Il a inventé un vaccin, bien le vaccin, donc c'est Pasteur, un vaccin contre la rage. La rage, donc 1884, c'est que Pasteur, il a inventé un vaccin contre la rage. La rage, c'est un animal qui est malade ou genre il va faire une morsure, genre c'est ça la rage. Donc, Pasteur, il a inventé un vaccin contre la rage. Et comment il avait fait ça? À partir des cerveaux d'animaux comme milieu de culture. Donc, c'était le cerveau des animaux comme milieu de culture. Donc, il y avait c'est un petit garçon, c'est Joseph, je crois, je ne me rappelle pas son nom. Il a été mordu par un chien. Donc, c'est grâce à Louis Pasteur, bien sûr, qui a inventé un vaccin contre cette rage. Puis, on a ensuite la fièvre jaune. On a la fièvre jaune. La fièvre jaune, c'est quoi la fièvre jaune? En fait, la fièvre jaune, c'est une maladie hémorragique, d'accord? Elle est aiguë à un virus qui est appartenant à la famille les phallovirus, d'accord? La maladie, genre تنتمي les virus, la famille تاعهم اسمهم les phallovirus. Il est transmis par la piqûre des moustiques. Donc, la fièvre jaune, c'est une maladie elle est hémorragique. تنتمي إلى عائلة اسمها les phallovirus. منين تجي هاد la fièvre jaune عن طريق une piqûre d'une moustique يعني حشرة تقرصك. On l'appelle la fièvre jaune. حنا نعيطوا لها jaune. C'est grâce, on l'appelle comme ça car la jaunasserie fait partie de signes cliniques. معناتها حتصيبوه pâle. Les signes تاعو حتصيبوه toujours pâle. C'est pour ça on l'appelle la fièvre jaune. D'accord? Puis, après la fièvre jaune, il y a un autre qui s'appelle Walter Reed. Walter Reed, c'est un médecin. Reed. Donc, c'est un médecin militaire américain, d'accord? Il est connu pour avoir démontré le rôle des moustiques dans la fièvre jaune. Le rôle des moustiques dans la fièvre jaune. Il a été démontré en 1901, d'accord? Aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir toujours que la taille d'un virus, toujours la taille d'un virus, c'est 10 et 400 nanos. Ça, c'est la taille d'un virus. On peut citer un exemple, les paravirus. Les paravirus, la taille تاعهم, c'est 20 nanomètres. Les paravirus, c'est le plus petit virus. هو أصغر كاع الفيروسات, d'accord? Et ça vient du mot latin paravium, qui veut dire petit. معناتها petit. Puis, on a un autre virus, c'est les polyvirus. Donc, on a parlé des paravirus. On avait dit c'est des petits virus, leur taille c'est de 20 nanos. On a aussi quelque chose qui s'appelle les polyvirus. Donc, puis on a les polyvirus. Les polyvirus, ils provoquent une maladie. هو مسؤول عن مرض. واسمه هذا المرض هو la poliomyélite. D'accord?
Sa taille, les polyvirus, elle varie entre 27 à 30 nanomètres. Le truc هذا وحدة تاع les virus. واش يدير هذو les polyvirus? Ils provoquent, ils paralysent la symétrie des jambes, d'accord? Ou la polymyélite هذا, la définition تاعها, c'est une maladie, elle est infectieuse, aiguë et contagieuse. Elle est causée par les polyvirus, elle se transmet par la voie digestive, d'accord? Puis on a l'Ebola. L'Ebola, bien sûr, son virus, il varie entre 80 nanomètres, d'accord? La maladie à virus d'Ebola, on peut l'appeler l'Ebola, on peut l'appeler aussi la fièvre hémorragique, d'accord? Elle a deux noms. إما نعيطولها l'Ebola, إما نعيطولها la fièvre hémorragique. C'est quoi l'Ebola? C'est une maladie qui est grave, souvent elle est mortelle, يعني مميتة. Elle se transmet par les animaux sauvages, عن طريق الحيوانات المفترسة, d'accord? Puis on a un autre virus, c'est les poxvirus. Les poxvirus هذو c'est 200 nanom. En bas, on a la variole. On a la variole. C'est quoi la variole? En fait, la variole, c'est une maladie. Elle est infectieuse, elle est d'origine virale. Donc, c'est quoi la variole? C'est une maladie infectieuse d'origine virale. Elle est très, très contagieuse. Elle est épidémique. Elle est due au poxovirus. Donc, la variole, شكون هو السبب تاعها؟ هو le virus poxavirus. Elle est causée par la variole. Elle se propage d'une personne à l'autre de la même façon que la varicelle. يعني تنتقل من شخص إلى آخر la même chose qui va تنتقل la varicelle اللي تنتقل la variole. D'accord? La variole هذا وشنو هي؟ C'est des boutons qui apparaissent sur le corps. D'accord? معناتها حبيب مش حبيبات non. المهم c'est des boutons qui apparaissent dans le corps d'un liquide avec le virus à l'intérieur. معناتها هذوك الحبيبات الداخل عندها un liquide, هذاك الليكيد فيه هذا الفيروس le poxavirus. هذه هي la variole. Donc la variole, c'est une maladie infectieuse qui est d'origine virale très contagieuse et épidermique qui est due à un poxavirus qui est causé par la variole. Il se propage d'une personne à l'autre de la même façon que la varicelle. Après, on a une autre date, c'est 2003. Qu'est-ce qui s'est apparu dans le 2003? Le 2003, هذا واش صرا فيه كاين une découverte de mimivirus. Mimivirus. Donc en 2003, on a découvert le mimivirus. وشنو هو le mimivirus? C'est un virus qui est géant, énorme. Le osmo tao, c'est 750 nanomètres. D'accord? Donc en 2003, on a réalisé le mimivirus de 750 nanos. Ce mimivirus, on le trouve à l'intérieur d'un amybe. Donc c'est beau, داخل un amybe. Voilà. Bien sûr, les amybes, on sait beaucoup plus, c'est dans l'eau. D'accord? Après, on a une autre date, c'est 2010. 2010, c'est les mégavirus. C'est 750 nanomètres. 1120 gènes. Et on a une autre date, et c'est la dernière date, bien sûr, c'est 2013. 2013, c'est les ponadorivirus. Voilà. Ça, c'est des petites généralités sur la virologie qu'il faut savoir. Très bien sûr, la prof, elle a donné des figures. J'ai pas cette planche. Dès que je l'aurai, je vais la partager avec vous. Alors, c'est des figures. On a figure 1, figure 2, figure 3. Donc, les gens qui sont à la même université, ils savent ce que je parle. Donc, par rapport à la figure 1, qu'est-ce qu'il faut savoir? Bon, la figure 1, ça montre une structure. D'accord? Ça montre la structure d'un virus. D'accord. وشنو هي structure تاع virus هذا? Soit c'est un ADN ou bien c'est un ARN. Les virus sont soit des ADN ou ARN, mais pas les deux.
D'accord, donc là, il faut savoir qu'un virus, il peut être ADN, il peut être ARN, mais pas les deux. Il faut savoir que les virus qui ont un génome ADN, on les appelle AADN. Et les virus qui ont un génome ARN, on les appelle AARN. D'accord? C'est ça la figure, je crois, si je ne me trompe pas. Ça, c'est la figure qu'ils ont donnée. Ils ont écrit génome ADN ou ARN. Donc ça, c'est une structure d'un ADN ou d'un ARN, mais pas les deux. Le virus qui a un génome ADN, on l'appelle AADN. Le virus qui a un génome ARN, on l'appelle AARN. Puis, on a la deuxième figure. Je crois c'est une capside. Je ne sais pas dessiner en fait. Je ne sais pas. Voilà, ils ont fait comme cette structure. Ça, c'est une capside. C'est une capside. Capside, c'est un mot de capsa, boîte. D'accord? C'est une boîte. Le virus, il contient un virus. Donc, un virus, il contient soit génome plus une capside, soit il contient un génome, une capside et une enveloppe. Donc, toujours, le virus, il a deux. Soit إما تصيبو génome برك مع la capside إما تصيبو génome capside enveloppe. d'accord كاين نوعين. كاين النوع الأول فيه غير le génome et le capside. كاين النوع الثاني فيه le génome et la capside et l'enveloppe. d'accord وشنو هذا l'enveloppe؟ هذا l'enveloppe c'est un élément qui est obligatoire. d'accord c'est un élément qui est obligatoire qui fait l'enveloppe تصيبو محاط بها. هذا c'est un enveloppe genre محاط على هذاك الشيء. Il faut juste savoir ici un petit truc, les polyvirus, d'accord? Sur les polyvirus, les polyvirus, c'est un virus qui est nu. Un virus nu qui n'a pas d'enveloppe. Donc, il faut savoir qu'il y a des virus nus et qu'il y a des virus enveloppes. Les virus nus, ils n'ont pas d'enveloppe. Il n'y a pas d'enveloppe. Les virus qui n'ont pas d'enveloppe, on peut citer un exemple, c'est les polyvirus. D'accord? Alors, j'étais toujours dans la capside. Qu'il faut savoir sur la capside. Donc, il faut savoir que la capside, elle est toujours de nature protéique. Elle peut prendre deux formes génomiques possibles. Donc, la capside, elle peut être deux formes. La forme hélice. La forme hélice. D'accord? La forme hélice, elle s'appelle la capside asymétrique hélicodale. Donc, c'est une capside hélice, soit on l'appelle hélice, soit capside asymétrique plutôt, asymétrique hélicodale. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est les capsides icodésales, qui veut dire icocédrique. D'accord? C'est une symétrie complexe. On a aussi une autre, bon, c'est en dehors des deux aiguilles, une symétrie complexe. La symétrie complexe, elle est ni hélicodale, ni hadi, ni hadi. Ni hélicodale, ni hélicodésale. Donc, elle est ni hélicodale, ni hélicodésale. On peut citer un exemple, les géants, les virus géants, d'accord? Donc, je répète, la capside, elle a deux types. Soit elle peut être la forme hélice, on peut l'appeler capside asymétrique hélicodale, soit elle peut être la capside hélicodésale ou bien écozédrique. On a une autre forme, c'est la symétrie complexe. Où je mets la symétrie complexe, je mets hélicodale, écodésale. Je ne sais pas même pas ce que je le prononce juste. Bref.
j'aimerais bien savoir de quoi elle est constituée une capside. مما تتكون la capside. Donc, il faut savoir que la capside, elle est constituée de deux sous-unités. Donc, il y a deux sous-unités. Comment elles sont ces deux sous-unités protéiques? Et elles sont répétitives. On les appelle les capsomères. D'accord, je répète, c'est quoi la capside? De quoi elle est constituée la capside? La capside, elle est constituée de deux sous-unités protéiques répétitives. On les appelle les capsomères. Il faut savoir que chaque capsomère, elle est formée de plusieurs protéines. Beaucoup de protéines. D'accord? On les appelle, beaucoup de protéines, on les appelle les protomères. D'accord? Donc, la capside, elle a deux sous-unités protéiques. On les appelle les capsomères. Les capsomères, chaque capsomère a beaucoup de protéines. On les appelle les protomères. Comme vous le voyez ici, ça, on les appelle les capsomères. Ça, c'est des petites protéines. D'accord? Ça, hexomères. Hexomères. Et ça, on appelle les pentomères. Sachant que les pentomères, toujours, ils jouent sur le milieu. D'accord? Ou les hexomères, ils jouent sur la surface. Je ne sais pas ce que je l'ai dessiné juste. Les hexomères, toujours, ils jouent sur la surface. Ou les pentomères sur le milieu. D'accord? Ce que j'aimerais bien savoir, c'est quoi le rôle de la capside. Ma huwa dawr ta la capside. Ce qu'il faut savoir sur la capside, bien sûr, elle a deux rôles. Donc, toujours, la capside, elle a deux rôles. Soit c'est la protection du génome, soit elles permettent l'addition et la fixation dans le cas d'un virus nu. Donc toujours, le rôle de la capside, elle a deux rôles. Le premier rôle, c'est la protection du génome. Le deuxième rôle, elles permettent l'addition et la fixation dans le cas d'un virus qui est nu. On a aussi effectivement les adénovirus. C'est quoi les adénovirus? Ce sont des virus de taille moyenne, bien sûr de 70 à 110 nanomètres, dont le génome est constitué avec un ADN qui est bécatinaire. D'accord? Capside, il a une capside, elle est icosidrique et non enveloppée, pas d'enveloppe. Il provoque la conjectivité, les gastro. Donc, je répète, les adénovirus, ce sont des virus de taille moyenne de 70 à 110 nanomètres, dont le génome est constitué d'un ADN qui est bécatinaire, à capside écosidrique et non enveloppée qui provoque la conjectivité gastro. D'accord? Une petite remarque qu'il faut savoir, que plus le virus est grand, on aura beaucoup de hexomères. Et plus le virus est petit, on aura moins de hexomères. Ça, c'est une remarque qu'il faut retenir. Donc, plus on aura
le virus est grand, on aura beaucoup d'hexamères. Et plus le virus est petit, on aura moins de hexamères. Par exemple, ça, c'est un adénovirus. Il faut savoir ça, c'est un attachement, d'accord, capside qui permettent, c'est la capside qui permet l'attachement. Et chaque sommeil, bien sûr, on a un fibre protéine, un prolongement. C'est des fibres qui permettent l'attachement. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi la nature de l'enveloppe? On a parlé sur la capside, sur les généralités des virus. Maintenant, on aimerait bien savoir l'enveloppe est de quelle nature. Donc, ce qu'il faut savoir sur l'enveloppe de virus, qu'il a une couche lipidique. D'accord? L'enveloppe, il a une couche lipidique. Il faut savoir l'enveloppe est de nature cellulaire. Il est de nature quoi? Cellulaire. Il peut être aussi cytoplasmique. Il peut être aussi golgien. Il peut être aussi nucléaire. D'accord? Donc l'enveloppe, il peut être cellulaire, cytoplasmique, golgien, nucléaire. Ce qu'on aimerait bien savoir, et cette question, c'était une question d'examen, est-ce que l'enveloppe va protéger ou tendre lâcher une faiblesse pour l'humain? L'enveloppe, est-ce qu'il protège ou bien c'est une faiblesse pour lui? D'accord? La réponse, est-ce que l'enveloppe va protéger ou lâcher une faiblesse pour lui? Donc ici, la réponse, c'est que l'enveloppe, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. C'est ça la réponse. Pour le virus, donc il faut savoir que l'enveloppe, il ne protège pas le virus, mais c'est une faiblesse pour le virus, car c'est une couche qui est lipidique. C'est une couche qui est lipidique. Fragile bactérien. Elle ne peut pas supporter la variation. Elle ne peut pas supporter la variation de la chaleur. Elle ne peut pas supporter le pH acide. D'accord? Donc l'enveloppe n'est pas un élément de résistance, mais de fragilité pour le virus, car elle ne peut pas supporter l'acidité. Je répète, cette question, c'était la question de l'examen. Est-ce que l'enveloppe va protéger le virus ou bien c'est une faiblesse? Donc la réponse à cette question, une faiblesse pour le virus, car c'est une couche qui est lipidique, fragile, bactérienne, ne peut pas supporter la variation de la chaleur, du pH. Donc l'enveloppe, c'est pas un élément de résistance, mais de fragilité pour le virus, car elle peut pas supporter l'acidité. Le dernier truc qu'on doit expliquer, c'est sur les virus nus et les virus enveloppés. Donc, il faut savoir que les virus nus, il est stable, d'accord? Il est stable dans l'environnement. Parce que, il est stable dans l'environnement parce que la capside lui permet de résister dans les milieux extérieurs la chaleur. On peut citer un exemple des virus nus. Il faut attraper le virus nu, tu donnes un exemple. Le virus enveloppé, tu donnes un exemple. D'accord? Vous n'êtes pas censé d'apprendre tous les virus nus et tous les virus enveloppés, mais des exemples. Nu pour les virus. D'accord? Je répète. Je continue après, je répète. Virus enveloppé, on a pris un exemple, le virus de la grippe. On dit qu'il y a une enveloppe, on lui peut pas vivre il peut pas vivre dans le milieu extérieur. D'accord, je répète. Donc, on a virus nu et virus enveloppé. Le virus nu, il est stable dans l'environnement parce que la capside lui permet de résister dans le milieu extérieur. Exemple, Ebola virus. Les virus enveloppés, on peut citer l'exemple de la grippe. Voilà le premier cours de virologie. J'espère que vous avez compris et que le message est bien arrivé. Si j'aurai le temps, bien sûr, je vais continuer le deuxième cours. Merci d'avoir écouté.